Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston. off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 852 du podcast Jeune Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour débriefer les finales de conférence NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut tout le monde. Grégory Richard est également là. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Messieurs, on a eu deux belles finales de conférence quand même cette semaine au programme. Et ce seront donc les Chiefs et les Eagles qui se retrouvent au Super Bowl comme il y a 2 ans. C'est pas si loin que ça, hein. C'était Non. en 2023. C'était quand même un peu hier. Et on va revenir un petit peu comment ça s'est passé pour les deux équipes pour atteindre ce stade de la compétition. Juste un petit mot quand même sur ce dimanche. Plutôt un beau dimanche, Grégory. On a eu des beaux matchs intenses, du suspense dans un, du beau jeu dans l'autre. C'est ça, des registres un peu différents, en tout cas des registres ou offensifs ou un peu plus cadenassés, mais tout aussi passionnants à suivre. Raphaël, on a eu du suspense, du beau jeu et des gaufres. Et des gaufres, effectivement. Il remue le couteau dans la plaie, quoi, c'est terrible. Ouais, coup de poignard. Non, mais oui, très très beau dimanche. Tu l'as dit, on a eu un peu de tout dans des styles différents. On a vu un peu tout ce que la NFL pouvait proposer en type de scénario et de jeu. Donc c'était un beau dimanche. Je précise pour nos auditeurs qui ne nous suivent pas sur Instagram, il y avait des gaufres chez M6 et Grégory se sent un peu trahi parce qu'il me ramène toujours plein de bonnes choses à manger quand on commente les matchs ensemble. Et là, le seul moment où j'ai eu le temps de faire des gaufres, ça tombait sur Raphaël. Donc, pas de bol. Mais promis, je t'en ferai un autre moment. On va commencer par le Chiefs Bills, 32-29 pour les Kansas City Chiefs. Les Kansas City Chiefs qui sont donc immortels. Ils ont perdu plus de ballons, ils ont gagné moins de yards, mais ils ont encore gagné. Ils sont au Super Bowl. Les Bills avaient le ballon avec 3 minutes 30 à jouer et 3 points de retard. Ils ont été stoppés par la défense de Kansas City. Les Chiefs ont mangé le reste du chrono. C'était assez fou, ça s'est joué à peu de choses finalement, comme le score l'indique, hein, à 3 points. Raphaël, ça s'est joué à quoi selon toi? Un peu de soucis d'exécution, on va dire peut-être du côté de Buffalo. C'est vrai que finalement, en revoyant le match en condensé, je me suis fait quand même la remarque qu'à pas mal de reprises, Buffalo a été un peu brouillon. Il y a toutes ces pertes de balles qu'ils ont failli perdre, alors qui certes n'ont pas été perdues, mais qui, malgré tout, tu perds aussi des yards sur certaines de ces actions, sur certains de ces fumbles, tu casses un peu des dynamiques, et puis il y a ces erreurs d'exécution sur les tentatives à 2 points notamment, sur les quatrièmes tentatives où tu sens que ils sont pas loin. L'idée de y aller, de les jouer est probablement la bonne, mais c'est dans l'exécution où ça pêche un peu et c'est ces petits détails-là qui font que encore une fois, c'est la preuve une fois de plus que pour battre Kansas City en playoff à Kansas City, il te faut un match parfait de A à Z. Et quand on dit parfait, c'est à la fois pas perdre de ballon, mais c'est aussi dans l'exécution. Et c'est principalement ça. Il y a quelques erreurs d'arbitrage qui ont peut-être pas non plus aidé la cause, on va dire ça comme ça.
Mais clairement, tu peux pas ne pas être parfait parce qu'il y a aussi potentiellement ce facteur-là. Donc, tu es obligé de faire un match plus que parfait. Et ils l'ont pas fait, tout simplement. C'est vrai que tu le rappelles bien, il y a 4 fumbles recouverts par Buffalo. Josh Allen a 3 fumbles recouverts par lui-même, Ray Davis a un fumble recouvert par lui-même. Ce qui est statistiquement presque improbable en NFL. Recouvrir 4 fumbles, enfin, c'est. Je veux dire, c'est. C'est vrai, et ils perdent pas de ballon en effet, mais comme tu dis, ils perdent des tentatives là-dessus. Grégory, même question, sur quoi ça se joue selon toi? Déjà, je pense les appels de jeu. Je pense que ça va être un point assez fondamental. Je pense que très clairement sur ce match-là, il y a une équipe qui a su gérer ses temps forts, alors que l'autre a peut-être, on va dire, procédé de manière un petit peu saccadée offensivement. Et je pense qu'en effet, ces pertes de balles sont pas totalement liées au hasard. Je pense qu'on n'a peut-être pas mis les joueurs dans les meilleures dispositions non plus pour faire en sorte que tout soit exécuté à la perfection. J'ai souvenir de quelques appels, des formations où on courait, on partait un peu sur des draws, sur des tosses, enfin sur des jeux assez compliqués, surtout quand on sait que la ligne offensive de Kansas City est quand même capable de pénétrer assez nettement dans la poche. C'est des choses qui, en effet, on se met un peu le doute. Après, voilà, je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, je le trouve un peu trop souvent cette année du côté de Buffalo. Alors c'est vrai que c'était une équipe qui a dû reconstruire un petit peu, notamment offensivement, hein, qui a dû se rajeunir, notamment par exemple du fait de Stephen Diggs forcément, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a dû procéder à quelques retouches. Je sais pas si c'était Mitch Morse également. Mais voilà, ce côté un peu où il y avait des tendances où on voyait qu'ils jouaient un quart-temps sur deux, une mi-temps sur deux sur certaines rencontres, c'est aussi ce qui leur coûte cher et ce qui les oblige à se déplacer sur cette finale de conférence alors que leur saison n'est pas mauvaise. Mais c'est vrai que pour répondre clairement à ta question, oui, il y a des appels de jeu là qui n'ont pas facilité la tâche, surtout face à une défense qui est capable de monter vraiment en puissance, soutenue par un public comme celui de l'Arrowhead Stadium. En attaque, les Chiefs ont marqué 32 points. C'est leur plus grosse sortie de l'année. En première mi-temps, ils marquent 3 touchdowns en 4 possessions. Il y a 217 yards à la pause. Tu parlais des appels de jeu offensifs. Est-ce qu'il y a quand même une performance défensive à remettre en question du côté des Bills? Ça peut. Moi, c'est vrai que ça m'étonnait un peu de voir, par exemple, que tu concèdes 21 points dès la première mi-temps. C'est vrai que ça m'a un peu étonné. Alors après, c'est vrai qu'il y a des éléments qui font que, alors, il y a un bon retour de coup de pied, notamment de Nico Remigio. Il y a des éléments qui font qu'en effet, Kansas City peut se retrouver en bonne posture. Mais sur ce type de match-là, la clé, c'est aussi à défaut de pouvoir limiter ton adversaire, enfin, comment dire, à défaut de concéder des points, on va dire plier sans rompre. Essayer vraiment de, au pire, limiter les Chiefs à des field goals. Et malheureusement, du côté des Bills, on n'a pas été en mesure de le faire. Il y a eu cette accélération, notamment dans le deuxième quart, où en effet, ils prennent 2 touchdowns de suite très rapidement. Et heureusement qu'il y a ce touchdown de McCollins, on va dire, parce qu'à ce moment-là, on sentait quand même que les Bills vacillaient un petit peu. Donc je pense que la clé pour répondre à ta question, et ça se joue un peu là-dessus, prendre 32 points face aux Chiefs cette saison, c'est pas infamant, mais 32 points, ça reste un peu beaucoup en finale de conférence, surtout quand on prend déjà plus d'une vingtaine après 30 minutes. Parce que Raphaël, je sais que toi, la performance défensive de Sean McDermott et de cette équipe, elle te posait question. Ouais, elle me pose un peu question. En fait, c'est cette performance, mais qui est aussi un peu remise dans le contexte finalement de ces 4 défaites à chaque fois contre Kansas City en playoff. Et quand tu regardes dans le fond, souvent l'attaque fait globalement le taf, met les points et est en position de l'emporter. Et c'est vrai que je trouve, et ça a été encore le cas sur ce match, il n'y a pas vraiment de grand stop défensif de cette équipe, notamment dans le quatrième quart-temps, qui viennent mettre un coup d'arrêt à l'attaque des Chiefs. 30 points, bien sûr, dans le fait, prendre plus de 30 points contre les Chiefs, c'est pas infamant, mais cette saison, c'est la première fois que Kansas City met plus de 30 points. Enfin, et ça arrive à ce moment-là. Et Buffalo, c'est quand même une défense qui normalement encaisse un peu moins de points que ça. Et à chaque fois qu'ils tombent contre Kansas City en playoff, ils prennent plus de 30 points. Et c'est là où ça me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que Mike Dermott et ses coordinateurs défensifs, donc là, cette année, c'est Babiche, arrive pas toujours préparé comme il faut face à cette attaque de Kansas City, ou en tout cas arrive pas à vraiment faire le stop qu'il faut dans le quatrième quart-temps, à l'inverse de ce que font souvent les Chiefs en fait face aux Bills. Les Chiefs, t'as souvent un drive en quatrième quart-temps où t'as une pression de Chandler Jones, un sec de machin qui viennent un peu casser la dynamique. Et ça, du côté de Buffalo, on le voit jamais en playoff contre Kansas City particulièrement. Et c'est là où ça m'interroge un peu sur McDermott, c'est il- je sais pas, il y a une sorte de blocage face à cette équipe de Kansas City qu'il n'arrive pas à. Alors, je m'attends pas à ce qu'ils mettent Kansas City sous les 14 points, c'est pas ce que je dis, mais
mais je m'attends à ce qu'au bout d'un moment, ils arrivent quand même à trouver une clé. Et je les ai trouvés, et notamment là sur ce match, je les ai quand même trouvés particulièrement naïfs sur les courses de Mahomes en fait. Mahomes fait quand même 11 courses, 4 yards quasiment par portée, 2 touchdowns. Et à chaque fois, Mahomes sort de la poche et il n'y a pas de joueur en surveillance sur lui. Enfin, C'est surtout ça. Déjà, je sais pas quoi. On rappelle que McDermott est un ancien assistant d'Andy Reid, hein, donc peut-être que il y a cette peur de se dire, tiens, je sais de quoi il est capable, donc Ouais. du coup, de rester un petit peu sur la réserve, surtout qu'il y en a un qui est spécialiste offensif, l'autre défensif. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce que dit Raph, pour compléter, c'est vrai que pour d'autres équipes en finale de conférence, ça a été un problème différent, on en parlera tout à l'heure. Moi, je trouve qu'en effet, du côté des Bills, notamment sur le pass rush, quand tu sais les difficultés, en tout cas les adaptations nécessaires du côté de Kansas City sur le poste de tackle, hein, on a quand même dû remplacer Joe Tony, quand même pas le plus jeune lineman offensif de l'équipe, et en plus qui a quand même rarement joué tackle durant sa carrière en NFL. Et je trouve qu'on était un peu le cul entre deux chaises justement sur cette séquence-là, à se dire il faut qu'on rush, mais pas trop. Du coup, on essayait de mettre un petit peu de pression sur l'intérieur, et du coup, il y avait en effet cette difficulté à installer un minimum de contain, et on se retrouvait en effet avec un Patrick Mahomes qui, juste en se retrouvant à rouler, on va dire, sur le côté droit, avait un boulevard à disposition, avait juste besoin du coureur pour avoir les blocs à disposition. Et c'est sûr qu'en effet, bah, pour rejoindre ce que dit Raph, je trouve que ça fait preuve d'une certaine naïveté à ce stade de la compétition de pas avoir un plan de jeu un peu plus établi, en tout cas de pas pouvoir générer un peu plus de pression. Je sais pas combien de snaps ont été joués, mais quand tu as un Van Miller qui joue un peu plus que les deux autres linemen, à mon sens, ça pose là aussi question sur vraiment ce qu'on a voulu mettre en place du côté de Buffalo pour poser des problèmes dans cette poche des Chiefs. Vous avez parlé des échappées de Patrick Mahomes. Il a couru 11 fois pour 43 yards et il marque 2 touchdowns. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on a eu l'image de Patrick Mahomes pendant sa première partie de carrière en mode quarterback très spectaculaire, beaucoup de passes. J'ai l'impression qu'il s'est un peu transformé en quarterback moins spectaculaire, mais très très décisif, Raphaël. Oui, oui. Alors après, j'aurais quand même tendance à dire qu'il a toujours été décisif. Je sais C'est pas vrai. si c'est nouveau d'être décisif pour Patrick Mahomes, mais c'est vrai qu'il est moins spectaculaire, mais parce que les défenses NFL quand même, souvent ces dernières années en jouant Kansas City, c'était un peu adapté en jouant avec deux safeties qui couvraient la profondeur pour limiter les jeux explosifs, tout ça. On s'est quand même beaucoup adapté là-dessus contre Patrick Mahomes et Andy Reid. Donc il y a moins d'espace offert aux Chiefs. On évite à tout prix les big plays contre eux, donc ça a obligé Mahomes à un peu se réinventer là-dessus. Donc c'est moins spectaculaire, c'est certain. Après, ça reste tout autant efficace. Lui est peut-être encore plus sûr dans ses décisions. En tout cas, il y a moins de gâchis peut-être, mais Est-ce ouais, qu'il joue à moins 100% spectaculaire. selon vous? C'est ça, moi, c'est ça qui m'interroge. Je sais pas s'il est vraiment à 100% de ses capacités. Enfin, en tout cas, c'est la question qu'on s'est posée Je sais toute pas. l'année parce qu'on sait qu'il est capable de bien plus. Et là, j'ai l'impression que pendant toute la campagne, et c'est peut-être aussi ce qui peut amener un peu plus de frustration encore, notamment chez les adversaires de conférence américaine, c'est qu'on se dit, tiens, cette année, Mahomes, c'était peut-être plus prenable que d'autres années. Sauf qu'en effet, il a toujours cette capacité malgré tout à être clutch et et à réaliser le jeu juste, même si c'est pas des grandes envolées de 40 yards, quoi. Parce que tu penses qu'il est blessé quelque part? Parce qu'il est de mémoire, il est même plus sur le rapport des blessures, non? Bah, et après, on connaît l'histoire. Tu sais, Oui, oui. tu peux prendre un petit coup en début de saison. Tu te dis, bon, on va serrer un petit peu les dents. Et voilà. Mais je sais pas. J'ai quand même cette impression que c'est quand même pas un joueur qui est extrêmement vieux. Mais j'ai quand même la sensation qu'il a donné l'impression, entre guillemets, de jouer avec le frein à main. Et je pense Mahomes capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a vu sur l'ensemble de son exercice. Après, c'est une hypothèse, hein, j'en sais rien du tout. Mais comme l'a dit Raph, et comme tu avais l'air de le suggérer également, ça reste de toute façon un joueur qui a un mental et une capacité à être décisif en toutes circonstances. Sa première arme sur ce match, c'était Xavier Worthy, 6 réceptions, 85 yards, un touchdown. C'est un receveur numéro un maintenant. Enfin, c'est une attaque qui est très particulière. On parlait de Mahomes, mais c'est vrai que il travaille avec des petits morceaux de Juju Smith-Schuster, un peu d'Hollywood Brown qui est revenu il y a 2 matchs, un peu de Xavier Worthy qui est un rookie. On rappelle quand même qu'il manquera Rice, qui était leur receveur numéro un l'an dernier, qui s'était quand même plutôt pas mal affirmé en plus, hein, au fur et à mesure de la campagne. Donc, il est aussi un peu victime de ça, Patrick Mahomes, Grégory, je te vois. Bah, alors, victime de ça, oui et non. En fait, ce que je trouve assez dingue, c'est que justement, on parle de son côté décisif. Je me demande dans quelle mesure il insuffle pas quelque chose de presque surréaliste, parce que quand on voit ces receveurs-là, alors, Xavier Worthy, encore une fois, au-delà du profil à sa sortie de la draft, on voit que dans le système mis en place par les Chiefs,
Sa vitesse, elle est vraiment exploitée de main de maître. Après, il y a des très belles actions. Je pense à ce duel en un contre un. Je sais plus si c'est Damar Hamlin ou Cole Bishop au duel aérien juste devant l'embut. Mais voilà, il y a des actions de grande classe. Mais c'est vrai que ça en fait de fait un receveur numéro un. Maintenant, quand on voit un Juju Smith-Schuster qui arrive à performer nulle part et qui sur ce match-là nous fait des pirouettes, enfin des choses qu'on l'a quasiment plus vu faire depuis 6 à 7 ans, c'est quand même quelque chose où tu te dis, on avait les mêmes interrogations avec un Marquez Valdes-Scantling il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des joueurs, encore une fois, que tu payes pas si cher que ça, mais qui sont capables, dans ce système offensif sublimé par Patrick Mahomes et Andy Reid, de vraiment apporter un peu plus. Tu parlais de Rashira, il faut rappeler bah, ils ont perdu aussi Sky Moore, hein, qui était censé être un espoir aussi sur le poste de receveur, et pourtant ils arrivent malgré tout à chaque fois à trouver des solutions. Travis Kelce est pas forcément le plus en évidence sur ce match-là non plus, même s'il fait un bon bloc sur un des touchdowns à la course de Mahomes. Donc voilà, je trouve que oui, en effet, c'est pas l'un des groupes de receveurs les plus clinquants, pardon, et Patrick Mahomes va devoir faire avec. Mais en tout cas, il y a une synergie qui a l'air de largement suffire dans ce qui est mis en place par Andy Reid et son équipe. Raphaël, Grégory l'a dit, Travis Kelce, il est ciblé 4 fois, il a que 2 réceptions pour 19 yards. Il s'est fait effacer par la défense ou ça vient d'autre chose? Non, non, je pense que c'est Buffalo qui a vraiment mis de l'attention pour couvrir au maximum Travis Kelce et avec un Terrell Bernard notamment qui a pas mal été essayé de le coller. On a même vu sur certaines phases, c'est Damar Hamlin qui collait un peu Travis Kelce. C'est le plan de jeu et du côté de Kansas City, on a vu qu'on pouvait passer par Worthy, utiliser son jeu en pré-snap, en motion, etc. pour faire plus d'avancées là-dessus. Pareil, un Hollywood Brown qu'on avait un peu vu sur les zones intermédiaires mi-terrain. On a fait sans Travis Kelce. Je suis pas inquiet outre mesure. Travis Kelce, on l'a vu plutôt pas mal contre Houston. Je pense que voilà, maintenant, Travis Kelce, c'est le genre de tight end qui se connaît parfaitement avec Patrick Mahomes. Si il se libère, si le plan de jeu doit le mettre en avant, il sera mis en avant. Et si c'est pas obligatoire, bah, il se met de côté et il fait ce qu'il a à faire. Greg l'a dit, des blocs, etc. Et ils peuvent avancer sans. Ça m'inquiète pas outre mesure. Bon, il faut revenir un peu sur quand même un des faits de match, c'est l'arbitrage. On en a parlé en amont de la semaine de match, notamment avec les déclarations des Texans qui disaient qu'ils avaient eu l'impression de jouer contre les Chiefs et les arbitres. Et là, on a encore eu en effet quelques petits coups de sifflet qui nous ont fait hausser les sourcils, dira-t-on. Il y a un face mask très léger en début de match, il y a un fumble qui est annulé. Alors le fumble est annulé par une pénalité, je ne sais plus pourquoi. Ça Ouais. m'échappe. Ouais, mais il y a un fumble des Chiefs qui est annulé par une pénalité. Il y a une réception aussi de Xavier Worthy qui est doublement polémique parce qu'il y a le côté, il y a un défenseur qui a une main dessus. Alors à la limite, s'il retombe avec, avantage à l'attaque, mais il y a le ballon qui semble toucher le sol sur le ralenti assez nettement. Donc dans ces cas-là, on aurait tendance à dire que ce n'est pas une réception. Est-ce qu'il y a une vraie question d'arbitrage sur ce match, Raphaël? Oui, je pense qu'il y a une question d'arbitrage et que Kansas City a eu quelques décisions arbitrales qui l'ont aidé, qui ont factuellement permis à l'équipe soit de gagner des yards, soit d'obtenir des first downs. Ça me paraît assez net. Après, est-ce que il faut en tirer des conclusions sur l'ensemble de la saison, sur un système, machin, je crois pas. Mais oui, oui, ça me semble assez factuel que les arbitres se sont trompés une ou deux fois, voire peut-être un peu plus, et à la faveur de Kansas City. C'est vrai que j'aurais du mal à dire que c'est pas le cas. Après, est-ce que ça explique toute la défaite de Buffalo? Je crois pas. Je crois que c'est toujours pareil. C'est quand tu fais pas le match parfait, tu te mets aussi en position de te faire battre par une mauvaise décision arbitrale. C'est sûr que c'est facile à dire hein, depuis ma chaise et je comprends que les fans de Buffalo puissent pas être totalement d'accord avec cet argument-là, mais ces décisions arbitrales, on en parle aussi un peu moins. Si Buffalo réussit ses conversions à 2 points, si la quatrième tentative elle passe parce que le touche-push qu'ils font, c'est quand même les seuls à pas pousser Josh Allen. Tout le monde met deux joueurs pour pousser un Mark Andrews ou un Jalen Hurts. Là, on laisse Josh Allen y aller tout seul. Enfin, voilà, c'est des petits trucs aussi comme ça. Grégory? Oui, je rejoins ce que dit Raph. C'est vrai que oui, malheureusement, on peut que constater ces erreurs-là. Alors, c'est sûr que forcément, la loupe est mise sur les erreurs qui profitent aux Chiefs, hein. On a vu quand même beaucoup de matchs cette année où les arbitres n'étaient pas forcément les plus inspirés. Donc là, c'est sûr qu'on ne doit pas avoir un arbitrage de ce niveau-là en finale de conférence. Après, en effet, c'est quand même dans un match.
t'es quand même dans un match où il y a 29 partout dans la dernière ligne droite, où les Bills ont quand même une possession qui peut leur permettre de repasser devant si le play calling est pas un petit peu douteux. Donc voilà, ça peut laisser des regrets, ça peut laisser une grosse forme de frustration comme l'ont exprimé les Texans la semaine dernière. Après, bon, bah voilà, tu peux aussi te dire que bah, si tu avais minimisé les erreurs et malgré tout, elles sont trop nombreuses du côté de Buffalo, bah, tu aurais pu, malgré ce, surmonter cet obstacle. Tu parlais des erreurs, il y a 2 punts et un field goal en première mi-temps où ils sont pas parfaits, où ils optimisent pas. Il y a 2 quasi-interceptions très vite dans le match. Il y a un fumble évité aussi en deuxième mi-temps où Josh Allen, par miracle, est à moitié saqué, il perd le ballon d'une main et le reprend de l'autre. Donc en effet, il y a quand même des moments où on les sentait nerveux au début, où il y a des erreurs, où c'est imparfait. Mais il y a aussi quand même un bon travail défensif des Chiefs. Josh Allen a été sous pression sur 46% de ses tentatives. Il n'avait jamais été autant mis sous pression cette année. Il est à 5 sur 14 à la passe quand il est sous pression. Les Chiefs ont stoppé 3 quarterback sneak, tu le disais, Raphaël, c'est quand même une stat assez énorme. Alors oui, on sait, il y en a un qui est polémique aussi, je ne l'ai pas cité hein, d'ailleurs dans les décisions d'arbitrage. Honnêtement, celui-là, moi je ne l'ai pas cité parce que je trouve que c'est des choses qu'on voit tous les dimanches en NFL, ça se joue à pas grand-chose. Est-ce qu'ils ont bien vu, pas bien vu? Je suis pas persuadé par ça. Mais Ouais, puis tant qu'on reste sur un arbitrage à l'œil humain, sur un mec qui regarde à 40 mètres de long et qui pense être en ligne droite en regardant un espèce de mesureur de pétanque, bon bah non mais il y aura toujours un potentiel raté. Enfin là-dessus, moi pareil, je suis comme toi, c'est pas me. clairement, c'était pas la plus polémique pour moi. Ça m'a pas plus choqué que ça. En tout cas, encore une fois, je disais Steve Spagnuolo. Je sais même pas si on avait encore mentionné son nom, mais lui, il a quand même réussi son affaire à Grégory. Ah bah oui, oui, c'est toujours très bien orchestré de sa part, hein. De toute façon, ça en fait pas une des meilleures défenses de la ligue pour rien. Tu rappelais que, ils n'avaient pas marqué plus de 30 points depuis le début de la saison, et encore, faut voir contre qui les avait marqués, en ayant pourtant un bilan de 15 victoires, 2 défaites en saison régulière. Donc voilà, c'est dire si la défense a toujours eu son mot à dire. Le seul match d'ailleurs, je crois, où ils ont concédé le plus de points, bah, c'était à Buffalo en saison régulière et sur ce match-là. Donc la preuve quand même que l'attaque des Bills est capable de poser des problèmes à ce système défensif. Après, c'est tellement bien huilé et on voit que les Bills à chaque fois doivent s'arracher, doivent aller chercher des quatrièmes tentatives. Le plus beau symbole de ça, c'est le touchdown de James Cook à bout de bras, tellement il y a une pression défensive. Alors on pourra dire que les plaquages sont pas bien assurés en l'occurrence, mais c'est tellement bien joué de la part du coureur que c'est aussi à mettre en avant. Mais en tout cas, il y a une capacité vraiment à générer une pression sur la ligne défensive notamment, pas toujours avec des joueurs vedettes d'ailleurs. Et on se rend compte que voilà, c'est une défense qui, pour le coup, est avant tout, je trouve, vraiment opportuniste. Je trouve que même si c'est une équipe qui concède pas énormément de pertes de balles, enfin pas forcément toujours plus que l'adversaire, je trouve que le plus beau symbole de ça, par exemple, c'est un Trent McDuffie qui est toujours un peu dans un entre-deux. Oui, il va abandonner un peu quelques réceptions. Oui, il va pouvoir stopper des balles, mais il est constamment sur son receveur et on le voit avec plein d'autres joueurs du backfield défensif. Donc ça en fait vraiment une défense étouffante dans les tranchées, avec en plus des defensive backs qui arrivent constamment à gêner les receveurs adverses dans la séparation. C'est vraiment quelque chose qui pose constamment problème et qui amène l'adversaire à devoir prolonger les tentatives et les échecs en l'occurrence. Le jeu au sol a plutôt bien marché par contre pour Buffalo. Il y avait 6,5 yards par course pour James Cook. Tu l'as dit, il y a eu un touchdown qui est quand même assez incroyable, un des plus spectaculaires des playoffs. Raphaël, Grégory parlait des appels de jeu de Buffalo. Est-ce que ils auraient pu plus insister au sol? Oui, sans doute, notamment dans le troisième quart-temps, quatrième quart-temps, ils auraient peut-être pu insister un peu plus là-dessus. Oui, c'est certain. Le troisième quart-temps, je trouve notamment leur série, enfin la série qui est à cheval entre le troisième et le quatrième quart-temps, où ils se ratent sur une quatrième et un, bah, la fameuse quatrième et un pas accordée. C'est vrai que là, sur les dernières actions de ce drive-là, c'est beaucoup de passes. Ça aurait pu être un peu mieux, c'est certain. Après, encore une fois, moi, j'entends qu'on puisse attendre un peu mieux du play call offensif des Bills. C'est peut-être plus sur les conversions à 2 points, d'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment raté en termes d'appel de jeu. Pour le coup, t'en as une, même, c'est rock'n'roll. Enfin, c'est Josh Allen qui va s'empaler contre la défense et qui, derrière, tente une petite passe au dernier moment pour James Cook en arrière, au cas où. Et tu sens que là, le jeu est pas du tout maîtrisé.
C'est plus sur les conversions à 2 points que moi j'ai trouvé ça pas terrible et qui à la fin coûte cher hein, parce que c'est 4 points ratés quand même. Hein. Donc potentiellement, alors on va pas réécrire tout le match, mais potentiellement ça peut faire la différence. Ouais, effectivement, il y a eu quelques erreurs là-dessus de Joe Brady, de Joe et Josh Allen. Après, c'est toujours pareil, il marque quand même 29 points, quoi. Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston, off. we have a savings. That's right. Rocket Money is a personal finance app that empowers you to save more, spend less, and take control of your financial life. Basically, you can see all of your checking, savings, credit cards, and investments in one convenient place. You can understand your spending trends, and most importantly, you can categorize those expenses and set up a custom budget by identifying top spending categories. Listen, you want to track bank statements? It's very difficult. Use Rocket Money to help keep track of all your finances. Rocket Money has over 5 million happy members and it's saved its users over $1 billion across all of the app's premium features. Let Rocket Money help you reach your financial goals faster. Get Rocket Money today at rocketmoney.com/all-in-one. That's rocketmoney.com/all-in-one. Et encore une fois, je parlais de la quatrième de James Cook. Même le touchdown de Curtis Samuel, c'est aussi sur une quatrième tentative. Hein. Donc vraiment, ils ont dû s'employer Oui, à ils ont chaque dû fois pour aller s'employer, chercher ouais, le c'est clair. moindre point. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais du coup, ouais, moi, je suis toujours un peu récalcitrant à en mettre trop sur l'attaque, on va dire, quand elle met 29 points en finale de conf, quoi. Je me dis, c'était peut-être de l'autre côté du ballon qu'il fallait créer la différence au bon moment. Et encore une fois, pour moi, tu as parlé de Spagnuolo. Sur le dernier drive de Buffalo, les 2 dernières actions, Josh Allen est complètement sous pression. Il est obligé de lancer très vite. Sur la troisième, il doit lancer très vite. Ça fait que 5 yards de réception. Sur la dernière, il prend la pression par deux rushers non bloqués. Et il balance une bombe au hasard pour Kincaid en fond de terrain. Alors, c'est pas loin de passer, hein. Mais il a pas le temps de faire mieux. Et du coup, la défense de Kansas City fait la bonne action au bon moment, quoi. Ouais, une réception très 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 difficile hein, quand même pour Dalton Kincaid, on peut pas vraiment lui en vouloir là-dessus. Mais ça a donné donc une victoire pour les Chiefs. Pour dire au revoir aux Bills, priorité de l'intersaison, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On mord un petit peu sur le programme de l'intersaison. Je vois que Greg il fait des gros yeux, Raphaël est dubitatif. C'est quoi? C'est un receveur numéro un, des defensive backs c'est quoi la priorité numéro un du manager? Bah, sur ce match-là, moi, je serais bien tenté de dire la O-line quand même. Hein. Je pense que peut-être la ligne intérieure, peut-être un petit poste de garde, par exemple, ce serait pas mal. C'est vrai que chaque année, on a toujours tendance à se dire que sur un match un peu couperé dans les tranchées, ils auraient pu appuyer un peu plus sur leur ligne, se montrer un peu plus dominant, jouer un peu plus façon Eagles, par exemple, si j'ose prendre cette comparaison. Après, oui, il y a d'autres besoins. Je sais pas à quoi pense Raph, mais oui, il y a cette fameuse profondeur peut-être sur le backfield défensif. Il y a des Ouais. positions où on peut apporter un petit peu des retouches. Receveur, oui. Oui, parce que Mais c'est vrai que la O-line, je trouve que c'est pas quelque chose à négliger, je pense. j'allais dire, je te trouve dur avec une ligne qui a autorisé 14 Hmm. sacs cette année. Oui, mais bah Et oui, je parle plus de l'intérieur de la pas du ligne. sol, ouais. Là, sur ce match-là, face aux Chiefs, tu vois quand même qu'ils ont un peu souffert. Après, tout Ouais, le mais monde souffre face à la défense des Chiefs. Mais si tu prétends à jouer les yeux dans les yeux face à une équipe qui t'élimine chaque année en playoff ou presque, j'entends. c'est Mais bien d'appuyer sur des points qui peuvent être améliorables. j'entends, Ouais. mais après, est-ce que avoir un. Parce que tu parlais des Eagles, ils ont un AJ Brown, quoi. Oui. Ouais, moi, hein, Après, je dirais plutôt, pardon, mais je pense qu'il leur manque peut-être quand même un grand talent défensif. Je sais pas exactement sur quel poste, je sais pas s'il y a vraiment un poste en particulier à privilégier, mais c'est une défense qui est très profonde, qui a beaucoup de joueurs bons, mais il leur manque peut-être ce très très grand défenseur, comme on a l'impression du côté de Philadelphie est en train de devenir un Jalen Carter, comme du côté des Chiefs est un Chris Jones, tu vois, il leur manque peut-être ce mec-là qui vraiment fait tout le temps l'action décisive au bon moment. Ils ont des très bons joueurs, mais je sais pas s'il leur manque pas un peu ce talent premier en fait. Mm. en fait, c'est ce qu'on disait en début de saison. On disait que c'était une équipe jeune qui pouvait être sublimée par le coaching. Et on se rend compte sur ce match-là, et c'est encore plus criant, que bah, quand le coaching est défaillant, bah, c'est pas le talent intrinsèque des joueurs qui va faire la différence. Donc je Hmm. rejoins Raph. Oui, en effet, il faut un joueur, mais je pense qu'on a pas mal de positions. Hein. Je dis pas qu'il faut Oui, pas un c'est ça. receveur en Après, pour nous bien, hein, bien Mm. sûr.
Eh bien, on va donc chercher du talent en défense. Du côté de Buffalo, du côté des Chiefs, on a donc eu une défense qui a été décisive. Patrick Mahomes aussi. Ils joueront au Super Bowl contre les Philadelphia Eagles qui ont battu les Washington Commanders 55-23. Alors 55, c'est un record de points pour une finale de conférence. Je crois que c'était un 51 ou 55 au Super Bowl. Il y avait eu un carton des 49ers. Dans les Bonne 50. question. Je me rappelle plus c'était combien exactement. Mais 55, c'est un record en finale de conférence. 229 yards au sol pour les Eagles, 4 ballons perdus pour les Commanders. Alors là, on est revenu à la recette classique des playoffs de cette année, voler des ballons, marquer des points derrière, courir bien. Au-delà de ce plan de jeu, les Eagles ont vraiment été impressionnants. Grégory, c'était un rouleau compresseur quand même là. Oui, là, pour le coup, on parlait de play calling. Je pense qu'on n'a pas fait dans l'originalité du côté des Eagles, mais là, en termes d'exécution, ça a été millimétré dès le premier jeu du match, hein, puisque c'est dès la première course de Saquon Barkley qui tape un grand coup derrière la nuque des Commanders. Et puis, on aurait pu croire qu'on allait avoir une petite période de doute, notamment après le touchdown de McLaurin. Bah, pas du tout. Ça a déroulé vraiment offensivement. Encore une fois, je parlais de la O-line des Bills. Encore une fois, c'est pas dire que leur jeu au sol est mauvais. Par exemple, on a parlé de James Cook, mais quand on voit la ligne offensive, notamment la ligne intérieure des Eagles, après c'est sublimé hein, par le talent d'un Saquon Barkley qui a des changements d'appui fulgurants, enfin qui est capable de faire énormément de choses dans des petits espaces. Mais on sent que c'est vraiment une équipe qui est configurée pour avoir cette identité de jeu en priorité. Et c'est extrêmement compliqué à stopper. Ça s'est vu pendant toute la durée de ces playoffs. Et là, pour Washington, ça n'a pas pesé bien lourd. Ils prennent, il y a 7 touchdowns pour les Eagles, si je sais compter. 7 Au touchdowns sol. au sol. Mm. Non, il y a un touchdown à la passe, pardon, pour A.J. Brown. Bah, il Mais y en a tout 7 au cas, sol et un à la passe. voilà, c'est ça, pardon. Mais donc globalement, voilà, c'est quelque chose qui était attendu, mais qui était extrêmement bien exécuté. Et face à une défense aussi jeune que celle des Commanders, ça a été payé content. Alors, je veux pas diminuer la prestation offensive de Saquon Barkley, mais j'ai envie de dire qu'on s'y attendait un petit peu, puisque c'est quand même un joueur qui fait des choses exceptionnelles depuis le début de l'année. L'inconnu depuis le début des playoffs, c'était quand même Jalen Hurts pour les Eagles. Mhm. Il termine à 20 sur 28, 246 yards, un touchdown, tu l'as dit, il y a une passe de touchdown pour A.J. Brown. Là, pour le coup, Raphaël, est-ce qu'il a vraiment rassuré? Bon, en tout cas, il sort son meilleur match depuis très longtemps au meilleur des moments, en finale de conf, histoire de, comme tu le dis, de rassurer un peu tout le monde. Il rassure, hein, j'ai envie pour répondre, je dirais oui et non. Il rassure parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes lectures, de bonnes passes qui sont bien ajustées. Tu dis ok, finalement il est quand même capable de relancer plus que ce que je pensais. Après, là où je nuancerais encore un peu, c'est que la défense en face, elle était un peu tendre, que ce soit en termes de pass rush ou même les cornerbacks en face, c'est quand même très jeune et il faut se rappeler d'où revient cette défense de Washington. Hein. L'an dernier, la défense de Washington, c'est celle qui encaisse le plus de points dans la ligue. Bon, Dan Quinn les a transformés cette saison, mais il fait pas d'une équipe comme ça un cadre d'un coup défensif. Il fait pas d'un dauphin un requin, tu veux dire? Exactement, Ouais. j'hésitais Je sur le voyais, je dauphin voyais requin, Alain mais qui, qui fumait intérieurement et était prêt à la sortir. Non, non, mais voilà, donc l'adversité l'a un peu aidé à se relancer, je pense. Sincèrement, j'imagine que contre Kansas City, en tout cas sur l'aspect aérien, ça sera pas exactement la même partie pour Jalen Hurts. Mais oui, ça reste quand même malgré tout positif de sortir ce match-là. On est quand même aussi content de voir que Edgy Brown est de nouveau impliqué dans le jeu aérien. Parce que bah, bizarrement, Edgy Brown, vu son physique, vu sa qualité à faire des réceptions contestées, bah, des fois il suffit juste de lancer le ballon vers lui et de le laisser faire sa réception, en fait, enfin, de lui donner l'opportunité d'exprimer son talent de receveur numéro un. Donc non, non, c'est quand même un bon match de Jalen Hurts, on va pas lui retirer ça, mais voilà. Ah, ok, il a été mis sous pression 8 fois en 28 tentatives, il a été plutôt bien protégé. Mais oui, Grégory, je te voyais dubitatif. Alors, moi, j'ai un avis très particulier sur le plan de jeu offensif des Eagles. Hein. Je suis pas le plus grand partisan de ce style de jeu offensif. Maintenant, on s'en fout presque, hein, puisque ça les empêche pas de marquer 55 points en finale de conférence, et que, comme je le disais, ça empêche pas d'avoir une belle exécution. Donc après, qu'on aime le style de jeu ou qu'on n'aime pas, ça c'est encore autre chose. C'est vrai que Raph le disait, et c'est vrai que ça, c'était un peu en comparaison avec ce que je disais pardon, tout à l'heure sur les Bills. Et ce côté, on était un petit peu entre deux eaux au moment de savoir quel plan de jeu on allait appeler pour mettre la pression sur Patrick Mahomes. Là, du côté de Washington, c'est bien d'avoir une défense
jeune, en progression par rapport à l'année dernière, mais on a l'impression qu'on était en mode ça passe ou ça casse, quoi. Je veux dire, c'est capable de rusher à tout va et du coup de mettre de la pression sur Jalen Hurts, comme c'est capable de laisser des boulevards et face à une attaque comme celle-là qui peut être chirurgicale et poser des problèmes. En effet, ça a fini par peser très très lourd en termes de points. Je vais pas retirer, pour répondre à la question sur Jalen Hurts, je vais pas retirer ce qu'il a fait. Il y a notamment cette quatrième tentative lointaine, très risquée sur A.J. Brown, Mhm. qui fait beaucoup de bien au mental des Eagles, à un moment où, de mémoire, ils sont pas non plus à 20 points d'écart. Donc ça, faut quand même la sortir, cette réception-là, même avec un A.J. Brown qui, au fur et à mesure du match, est quand même rentré dans la tête de Marshawn Lattimore. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Après, voilà, encore une fois, il n'y a rien de très élaboré, je trouve, dans le jeu offensif des Eagles. C'est des petites passes à destination des Jay Brown. C'est là aussi beaucoup de passes écrans sur Dallas Goedert avec éventuellement des yards après réception qui font la différence grâce au physique et au raffut du tight end. Mais encore une fois, si les défenses adverses sont pas capables de stopper ça, je veux dire, Nick Sirianni et Kellen Moore vont pas s'excuser non plus, mais en tout cas, ça met un peu plus en confiance Jalen Hurts, un peu plus en tout cas en effet que ce qu'on avait vu la semaine dernière, où malgré une bonne entame, pardon, il s'était un petit peu englué face à la défense des Rams, il y avait ce safety concédé. Enfin, il y avait eu des choses où on pouvait dire, bon, il y a quelques bémols à mettre en évidence. Là, tu arrives au Super Bowl avec une attaque qui a tourné du feu de Dieu, avec un Jalen Hurts qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas sur certaines séquences, mais qui a participé à l'essor collectif offensif. Donc c'est clairement du bonus pour les Eagles. Ouais, du côté de Philadelphie. En effet, excusez-moi, j'étais un tout petit peu distrait. Si je vous ai demandé tout à l'heure sur quoi c'était joué le match des Chiefs, si je vous demande la même chose là sur ce match, je pense que la réponse est évidente. Les 4 ballons perdus, Raphaël. Oui, bah les 4 ballons perdus coûtent globalement très cher, hein. C'est certain quand la séquence. Alors le match était déjà un peu plié malgré tout, mais la séquence quand Washington est mené 34-23 et Washington fait fumble derrière touchdown Eagles. Ensuite quatrième tentative ratée, touchdown Eagles, interception touchdown Eagles. Voilà, tu comprends, ils prennent 21 points d'un coup comme ça, tu vois que ça se perd là-dessus. Mais la perte les pertes de ballon ont été importantes. Mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que Washington s'est aussi retrouvé très rapidement la tête sous l'eau quand même et a essayé de survivre autant que possible. Quand tu fais ce qu'ils font, cette première série de 18 actions où ils prennent juste un field goal et que derrière, une course Barclay et t'es déjà mené au score. Derrière, boum, deuxième drive des Eagles, à nouveau touchdown. Et t'es déjà mené 14-3 alors que t'as plus de yards, que t'as plus joué et que t'as l'impression qu'offensivement tu te débrouillais presque mieux. Et ben derrière Washington, cette jeune équipe doit en permanence courir après le score et courir après le score contre une équipe comme Philadelphie, bah c'est quand même compliqué parce que les gars peuvent courir tranquillement et c'est donc oui les pertes de balles ont joué beaucoup, mais en fait même le scénario d'entrée de jeu les a presque mis au pied du mur et une montagne trop importante à remonter quoi. Et malgré ce scénario, Jaden Daniels, qui doit lancer 48 passes pour un rookie en finale de conférence, il est à 29 sur 48, 255 yards, un touchdown, une interception, un peu désespéré en fin de match. Mais il fait pas un mauvais match, Grégory Jaden Daniels. Ah non, très clairement, c'est un des meilleurs commandeurs sur ce match-là. Et puis bon, il y a beaucoup de pertes de balles, on l'a dit. Il n'y en a qu'une qui est vraiment de son fait, hein, parce que les trois autres fumbles, Oui, c'est c'est pas des lui, ouais. ballons qui étaient réceptionnés avant. Donc en l'occurrence, il a fait sa partie du travail, si j'ose dire. Maintenant, c'est vrai qu'en effet, je trouve que en attaque du côté des Commanders, il y a les mêmes défauts qu'en défense. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a voulu donner cette identité-là du côté de Dan Quinn et de Cliff Kingsbury, c'est de dire, écoutez les gars, personne nous attend. On joue tout crânement et puis bah, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, tant pis, on perdra dans les grandes largeurs. Et il y a beaucoup de matchs cette saison, mine de rien. Alors ça s'est moins vu en saison régulière pour les défaites, mais il y a des matchs où quand ils gagnaient, on les a souvent vus rouler sur l'adversaire. Par contre, quand ils perdaient, où fallait vraiment s'en remettre à des fins de match désespérées, CF, Chicago ou Dallas, où des fois, bah, on subissait des revers assez cuisants. Et là, le problème, c'est que dès le début du match, on a décidé, et Raph parlait de la première série offensive notamment, Kingsbury a dit, bah, de toute façon, on arrive avec notre plan de jeu. S'il faut tenter 12 quatrièmes tentatives, on va tenter 12 quatrièmes tentatives.
c'est très bien. Au culot, ça permet d'apporter une dynamique. Et encore une fois, avec une équipe qui a les dents qui rayent le parquet comme ça, bah, si ça sourit, t'es clairement sur une dynamique insolente. Par contre, bah, dès que ça va commencer à casser, ça va reprendre un peu les mêmes traits que ce qu'on avait vu en saison régulière à Philadelphie, où bah, en fin de troisième quart-temps, tout au long du quatrième, en fait, les Eagles mettent les Commanders dans les cordes et les achèvent au fur et à mesure parce qu'au final, il n'y a plus de répondants, parce que le mental du côté de Washington baisse. Et alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, c'est déferlante sur déferlante, quoi. Donc c'est assumé. Je pense tout au long de cette saison, ça a été assumé de faire surfer un peu cette équipe sur une vague potentiellement positive. Sauf que là, que ce soit offensivement ou défensivement, bah, on est tombé sur plus fort. Et ce que je trouve un peu plus impressionnant pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus, on tombe sur une défense des Eagles, je trouve, où il y a des talents pour le coup intrinsèques qui sont bluffants, hein, en comparaison par exemple à ce qu'on disait avec Buffalo. Mm. Et on a quand même des joueurs de devoir à côté de ça qui font énormément de jeux. 6 fumbles forcés cette saison pour Zach Bone, qui n'était pas mauvais jusque-là chez les Saints, mais qui, je trouve, a vraiment pris une énorme dimension du côté des Eagles cette saison et qui fait beaucoup de bien dans les résultats positifs de son équipe. Raphaël, je reviens sur Jalen Daniels, mais match vraiment impressionnant et on ouvre un peu sur l'avenir pour toutes les équipes éliminées à chaque fois. Là, il est impressionnant encore une fois dans ce match. Ça ouvre sur un avenir qui a l'air quand même plutôt sympa du côté de Washington. Oui, oui, ça ouvre, tu l'as dit, un avenir qui a l'air sympa. Il faudra gérer ce fameux mur de deuxième année, gérer l'entente avec Kingsbury, continuer à ce que tout ça progresse ensemble, hein. Ça va être quand même une vraie question du côté de Washington. Mais c'est vrai qu'il montre toutes les qualités d'un bon quarterback en fait pour l'avenir. Il panique pas dans la poche, il est décisif sur troisième tentative, il est globalement serein, il prend souvent les bons choix. On l'a quand même beaucoup testé pour un rookie. T'as donné le nombre de passes qu'il a lancé, mais au-delà du nombre de passes, on se contente pas de lui demander de lancer des screen passes et laisser ses receveurs prendre des yards après réception. On le fait lancer dans des zones intermédiaires, on le fait lancer en profondeur, à gauche, à droite, sur des concepts de tracés vraiment compliqués où c'est lui qui doit anticiper le positionnement du receveur. Donc, non, moi je suis plutôt bluffé. Ça a l'air d'être un vrai leader qui porte son équipe. Donc sur le papier de ce qu'on a vu, il coche toutes les cases pour avoir une belle carrière. Après, si c'était si simple que ça, on n'aurait que des bons quarterbacks en NFL, ce qui est pas le cas. Donc écoute, on verra. Mais c'est vrai que c'est impressionnant et puis ils peuvent encore largement l'entourer. Il y a encore plein de points de progression possibles dans cette équipe de Washington. Oui. On a parlé de la défense qui est jeune. Il y a quand même de quoi lui mettre encore un peu de monde autour, même sur les skill players, etc. Même question que tout à l'heure. Une priorité pour Washington? Je vous laisse réfléchir. Bah, tu citais le poste de receveur. Je pense que ce serait bien d'avoir une vraie cible numéro 2. Alors, Dayami Brown est monté en puissance pendant les playoffs. On a vu un bon Lami des Zaccheaus, notamment en fin de saison régulière. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment un joueur, on va dire, potentiellement dangereux, capable d'attirer beaucoup de couverture, ce serait pas une mauvaise chose. Après, je pense que globalement, les tranchées, ce serait pas une mauvaise chose. La ligne offensive a vraiment étonné, mais je pense qu'il y a moyen peut-être d'étoffer encore un peu plus l'extérieur et protéger encore plus efficacement Jaden Daniels. Et puis peut-être le pass rush aussi, parce que là, pour l'instant, ils ont plus des joueurs de complément que des pass rushers vraiment établis, à mon sens. Raphaël. Oui, je serais à peu près là-dessus. Si vraiment j'hésiterais peut-être entre un receveur numéro 2 ou un cornerback numéro 2 aussi, parce que Marshon Lattimore m'a semblé quand même bien faire son âge. Puis alors, Après, on rappelle qu'il revient de blessure, il est dans un système oui, défensif qu'il connaît pas c'est non plus nouveau. depuis Non, six mais mois. Et bon, là, on il jouait peut, Jay oui. Brown, hein. Je veux dire, ceux Oui. qui prennent des déculottés contre. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui se font, comment dire, semer par Jay Brown sur un tracé, hein. On sait que la capacité de séparation, c'est pas sa qualité première. Non, non, c'est sûr. Mais voilà, faut peut-être lui laisser un peu plus d'adaptation. Oui. Après, je te rejoins, hein, ça reste quand même un poste à besoin et c'est pas pour rien qu'ils sont allés chercher Marshall Lattimore juste avant Hmm. la deadline des échanges. Ouais. Disons qu'on a l'impression que Marshall Lattimore, son palmarès, c'est plus sur les bagarres avec des mecs C'est connus ça. que Maintenant qu'il sur. a quitté Mike Evans, il s'est dit, il faut que je trouve un nouveau partenaire de jeu. C'est ça. On a plus de bagarres que de Pro Bowl, du coup, maintenant, c'est ça? J'ai plus la stat, mais il a qu'un Pro Bowl, non? Bonne question. Alors, les questions Ouais, sur les Pro Bowl, ouais, je j'avoue t'avoue, que les Pro Bowl les dernières années, vu comment j'étais pas tu y prêt pour les vas, trivia.
Raphaël, ça m'étonne que tu sois pas fan de Pro Bowl, toi qui adore les trophées, genre comeback player de l'année. S'il en a un, ça veut dire qu'il en a autant que Tyler Huntley. C'est une belle performance. Alors, je suis très méchant, il en a 4. Ah bah Oui, quand voilà. même, je me disais aussi un. Il en a 4. Par contre, il a 0 All Pro. Oh là là, le Ouais. nul. Raph a raison. Trouvons un cornerback. Ouais, il Par contre, est- il est agent libre, non? Si je dis pas de bêtises, vu qu'ils l'ont récupéré à la. Je sais pas s'il l'avait prolongé. Ah, il Ouais, me semble. S'il est agent libre, je rejoins totalement ce qu'a dit Raph, du coup. Eh ben, ça, on verra dans les War Rooms. Les papiers arrivent à partir du 4 février. Tiens, sur le site, hop, la quelle transition transition. est parfaite pour Washington. Du côté de Philadelphie, donc, on va au Super Bowl avec une équipe qui va donc retrouver ce stade de la compétition 2 ans après avec Saquon Barkley en plus. On aura le face-à-face poste par poste mercredi soir sur Twitch. On va pas faire la preview de suite. Est-ce que d'ailleurs vous voyez quelque chose qu'on aurait peut-être oublié sur cette équipe? Mais c'est vrai que c'est un match un peu plus. euh, pas dire. Pas, je veux pas être insultant pour ce match parce que c'était un bon match aussi, mais un peu moins complexe que le Chiefs Bills. Il y avait un peu moins d'intrigue, etc. Il a été un peu plus large aussi Mhm. dans son score, mais on a parlé peut-être des Jalen Carter, etc. Peut-être pas assez aussi de cette défense, Raphaël. Oui, il y a quand même une jeune défense avec beaucoup de talent là. Ces dernières saisons, Howie Roseman a drafté beaucoup de joueurs au premier tour, deuxième tour pour remplir les lignes, le backfield défensif, les Cooper de Jean, Quinion Mitchell, Jalen Carter, Nolan Smith. Enfin, ils ont vraiment mis beaucoup d'investissements dessus et c'est clairement en train de payer avec cette défense chapeautée par Vic Fangio. Donc c'est une des clés et c'est vrai que quand tu regardes cette équipe, elle est quand même très très complète avant de jouer une finale. Il y a peu de défauts, ils perdent peu de ballons, ils sont bons dans les tranchées. Enfin, il va falloir aller les chercher quoi. Et ben, je disais, on va pas mordre sur la preview. En 2 minutes, qui est votre favori du Super Bowl? Parce qu'il faut quand même qu'on se projette un petit peu. Chiefs, Eagles. Alors, Eagles-Chiefs, d'ailleurs, dans l'autre sens, c'est Eagles à domicile officiellement dans ce match. Préparez-vous à les voir jouer en vert comme il y a 2 ans. Hein, tout va être comme il y a 2 ans. Eagles-Chiefs, qui est votre favori, Grégory? Je pense que l'histoire cette année nous a appris à pas miser contre les Chiefs, hein. Après, les Eagles sont revenus, je trouve, à une place qui, entre guillemets, était la leur. Je trouve que l'année dernière, c'était clairement une anomalie avec cette fin de saison complètement gâchée pour des soucis manifestement en interne. Maintenant qu'ils ont remis de l'ordre, c'est sûr que ce sera un concurrent dangereux pour Kansas City, comme ils l'ont été d'ailleurs il y a 2 ans. Donc, tu dis, on Plutôt parie pas contre Chiefs. les Chiefs, donc c'est les Chiefs sont Oui, favoris. plutôt Chiefs, oui. Raphaël. Je pense que les Eagles sont favoris sur le papier. Oui, oui, on est d'accord. J'allais dire, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu tout, un mélange de ces deux raisonnements-là dans la rédaction. Je regardais cet après-midi, mais en gros, tout le monde dit les Eagles sont plus forts sur le papier, mais les Chiefs font de la magie noire. Donc, donc voilà, Bah, vous avez les deux, quoi. les Chiefs, ouais, on va pas me mordre sur la preview, on les laissera. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez la tendance, ça vous donne une bonne tendance de la rédaction, et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 852. On parlera des coachs demain, des embauches de coachs, et puis évidemment, après, tous nos programmes arrivent en lien avec le Super Bowl de face à face, poste par poste. Ce sera sur Twitch et en replay podcast, hein. Si vous êtes abonné au podcast, vous l'aurez aussi, évidemment. Et d'autres contenus. Jean-Michel Boujard va bientôt monter dans un avion pour New Orleans, j'allais dire Las Vegas, c'était l'an dernier. Il va monter dans un avion pour New Orleans, et on aura aussi des podcasts en direct de New Orleans la semaine prochaine, comme l'an dernier, et il va se passer plein, plein de choses. Merci beaucoup, messieurs. Un Plaisir. plaisir. Et on se retrouve donc très vite sur les antennes de TD Actu. Merci à vous de nous écouter. Merci aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. À très bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston. off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that.
Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines.